Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Voyons ce qui fait la une de l'actualité ce soir. J'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Après l'annonce jeudi par le président Alpha Condé d'un projet de nouvelle constitution, l'opposition guinéenne crie au coup d'État constitutionnel, une manœuvre présumée du président pour briguer un troisième mandat. Depuis 2 mois déjà, cette éventualité fait descendre les Guinéens dans la rue quasiment toutes les semaines. Une contestation durement réprimée à plusieurs reprises et qui a causé la mort d'au moins 5 civils et 1 gendarme. Des centaines de personnes ont également été arrêtées puis relâchées. Dans son annonce, le président Condé a promis de tenir compte de l'opinion publique. J'ai engagé le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Alors que les partis politiques ont déjà les yeux rivés sur l'agenda électoral chargé de l'année prochaine, avec des votes législatifs et présidentiels prévus, ainsi qu'un éventuel référendum sur la Constitution, le processus a déjà été entaché d'accusations de fraude de la part de l'opposition, qui signale des retards et une manipulation présumée du registre électoral. Nous avons eu des révisions de liste électorale en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. Une majorité parlementaire des 2/3 donnerait au parti du président Condé suffisamment de latitude pour organiser un référendum sur la Constitution. Mais la position du président reste incertaine. À ce jour, il n'a ni confirmé ni nié son souhait de briguer un troisième mandat. Le président français Emmanuel Macron est arrivé vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport d'Abidjan. Le président, qui a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, devrait se rendre ensuite au camp militaire français de Port-Bouët qui est juste l'aéroport. Emmanuel Macron s'adressera aux quelques 1000 soldats de la base avant de s'asseoir avec eux pour un Noël sur le même modèle que son Noël au Niger en 2017 et au Tchad en 2018. Samedi, le président inaugurera une agora sportive créée avec l'association française Win-Win dans un quartier populaire d'Abidjan en compagnie du footballeur Didier Drogba, ex-idole de Marseille et Chelsea. Après avoir salué la communauté française, il débattra dans l'après-midi avec 300 étudiants dans le domaine de la santé avant de signer des accords bilatéraux, notamment pour le chantier du métro d'Abidjan. Dimanche, Emmanuel Macron se rendra à Bouaké, 2e ville du pays avant de s'envoler pour Niamey, où il rencontrera le président Mahamadou Issifou et rendra un hommage aux 71 soldats nigériens tués lors de l'attaque de leur camp d'Inet par des djihadistes. Le dernier débat des démocrates s'est tenu avec, en toile de fond, la mise en accusation du président Trump par la Chambre des représentants du Congrès. Une décision unanimement soutenue par les candidats. Cependant, le favori, l'ancien vice-président Joe Biden, n'exclut pas travailler avec les républicains s'il est élu en novembre. Je rejette l'idée de certains sur cette scène selon laquelle nous ne parviendrons jamais à coopérer de nouveau. Si c'était le cas, nous serions un pays mort. Nous devons pouvoir parvenir au consensus. Biden, qui est âgé de 77 ans, n'a pas encore dit s'il briguera un second mandat en cas de succès à la présidentielle de 2020. En deuxième position dans les sondages, le sénateur Bernie Sanders s'en est pris au bilan économique du président Trump. Nous voulons d'une économie qui soit profitable aux familles laborieuses et non seulement à 1% de la population. Et c'est le point central de notre campagne. Abordant, elle aussi, le thème de l'économie nationale, la sénatrice Elizabeth Warren s'est engagée à s'attaquer au gouffre séparant les riches et les pauvres. Lorsque vous voyez un gouvernement qui fait l'affaire des nantis et des gens bien connectés, mais pas pour le reste, c'est de la corruption pure et simple et nous devons appeler un chat par son nom. Un autre
autre démocrate du peloton de tête, le maire Pete Buttigieg de South Bend, dans l'Indiana, a mis en garde les siens contre des réformes trop radicales et trop coûteuses qui, a-t-il dit, décourageraient les électeurs. Oui, nous devons concrétiser nos grandes idées et oui, augmenter les impôts des riches, individus et entreprises. Nous pouvons aussi faire des promesses intelligentes et nous assurer que nous pourrons les tenir. Se concentrer uniquement sur le président Trump est une recette pour la défaite en 2020, a prévenu pour sa part l'homme d'affaires et candidat Andrew Young. Plus nous agissons comme si Donald Trump est la source de tous nos problèmes, moins les Américains nous feront confiance quant à notre capacité d'analyser et de résoudre les problèmes de nos communautés. Le commerce et la politique étrangère ont été aussi débattus par les 7 démocrates qui ont pris part à ce débat. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo. Évidemment, on retrouve Roger Muntu. Bonsoir Roger, ça fait un bail que je ne vous ai pas reçu sur ce plateau. Je suis très content en ce moment d'être ici et te voir. Je t'ai dit Jacques, ça fait vraiment longtemps, je sais. Il faut dire que vous avez il y a aussi le petit voyage il n'y a pas longtemps. Exactement. Allez donc, Culture Hebdo, vous avez quoi pour nous? Alors aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de Notorious B.I.G. qui a été honoré. Il est désormais, Jacques, possible d'arpenter la Christopher Wallace Way. C'est ce que nous avons appris cette semaine. Un tronçon de la St. James Place entre Gate Avenue et Fulton Street à Brooklyn a ainsi été renommé en l'honneur du rappeur new-yorkais qui a grandi et a lâché ses premiers kicks. Un bel hommage, on doit le dire, à l'une des figures historiques de Gotham City, puisque The Notorious B.I.G. a été un pionnier du rap East Coast et a laissé un héritage musical considérable. La proposition a été acceptée par l'unité gouvernementale locale de la ville de New York avant d'être approuvée par le conseil municipal et le maire Bill de Blasio. Ok, de Blasio qui était à un moment candidat aux primaires démocrates. Oui, démocrate, bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. Bon, il l'a abandonné après. Bon, règlement à l'amiable entre Disney et les héritiers de Michael Jackson. Les studios Disney et les héritiers de Michael Jackson sont parvenus à un accord à l'amiable concernant un documentaire sur le roi de la pop que les proches du chanteur défunt avaient qualifié de répugnant et non autorisé. The Last Days of Michael Jackson, les derniers jours de Michael Jackson, une émission de 2 heures diffusée en 2018 sur la chaîne ABC, propriété de Disney, a été accusée d'utiliser des chansons, clips et extraits de concerts sans permission. Les avocats des héritiers affirmaient dans leur plainte que Disney avait ignoré la loi sur le copyright tout en poursuivant scrupuleusement toute personne qui empiéterait sur sa propre propriété intellectuelle. Et aussi, Jacques, signalons ici que des héritiers de Michael Jackson ont récemment déposé plainte contre la chaîne HBO pour son documentaire Living Neverland qui a relancé les accusations de pédophilie à l'encontre de Michael Jackson. Oui, et on le disait dans les titres tout à l'heure, Roger, l'artiste ghanéenne Efia vous a fait découvrir une nouvelle chanson, sa nouvelle chanson avec Sarkodie. Oh, elle est superbe, cette chanteuse de néo-soul, Jacques, et afro-soul, est aussi compositrice et elle est aussi actrice. Elle s'est fait connaître en participant à l'émission Stars of the Future, meilleure performance vocale féminine à 4 reprises, de 2009 à 2013, au Ghana même. Et il y a bien, comme vous l'avez dit, Jacques, on l'a rencontré, on l'a interviewé avec l'artiste Sarkodie, et Fia nous a fait le plaisir de nous parler de leur chanson. Suivant. Qu'y a-t-il de nouveau chez Efia? Nous avons une nouvelle chanson avec Sarkodie. Allez-y, écoutez. C'est la chanson numéro 1 dans le pays. Pouvez-vous nous faire un petit a cappella? I want you, I need you, there's no one above you. Only one I love. Yeah, 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 yeah. And no matter the place or the time, forever my baby, there's only one above. Et Fia, voilà. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. J'espère que
J'espère que Jacques, vous avez aimé la voix de Fier. Ah ben oui, absolument. Et donc, évidemment, vous étiez là-bas, c'est un moment. Oui, j'étais là-bas. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire qui sont passées là-bas. C'est vraiment positif, quoi. Oui, très bien. Roger Bountou, je vous remercie. Bon week-end à vous, Jacques. Bon week-end à vous aussi. Beaucoup. À très bientôt. Merci, Jacques. Au revoir. Pendant près d'un siècle, l'Express Dakar-Bamako a relié la capitale malienne au Sénégal. En mai 2018, le train a sifflé pour la dernière fois. Aujourd'hui, ces wagons verts sont immobiles, ces quais sont déserts. Mais les anciens cheminots s'accrochent à cette belle époque. Ils tentent tant bien que mal de préserver la gare, symbole de fierté nationale depuis son inauguration. Aujourd'hui, un lundi, c'était le départ du train 12. C'était de l'euphorie, c'était des pleurs ici et c'était des retrouvailles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Vous voyez comment la gare est délabrée aujourd'hui. C'est devenu un dépotoir. Les guichetiers ne travaillent plus. Tout le monde est là à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de circulation de train. La station a été construite en 1924 par les Français pour transporter des matières premières, devenant ainsi une plaque tournante de la principale route commerciale du Mali. Mais le développement du transport routier, le manque d'entretien et le coût faramineux des réparations ont coulé la ligne. Depuis lors, quelques 430 cheminots sont sans emploi. Moussa Traoré est l'un d'entre eux. Malgré l'amertume, il préserve une collection de documents de 4 tonnes qui racontent l'histoire de la ligne Bamako-Dakar. Les archives rentrent vraiment dans le cadre de la conservation de la mémoire de la nation. La mémoire aussi, vraiment, du chemin de fer. Le chemin de fer, il y a la partie exploitation, il y a la partie économique, mais il y a la partie historique, il y a la partie culturelle aussi. Le chemin de fer avait même son propre groupe de musique formé à la gare en 1970. Il réunissait certains des meilleurs musiciens de la région. Mamadou Bakayoko était le cofondateur et le batteur de la bande. J'ai les larmes aux yeux parce que où je suis tout de suite, je vois tout le personnel de Raïman et la direction devant moi ici. Ceux qui sont passés, ceux qui sont dans les tombeaux aujourd'hui, vraiment. Parce que c'est ici même. Voilà là où le nom Raïban a été donné. Un plan de réhabilitation ferroviaire est en cours de discussion avec plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale. Fin 2018, le Sénégal et le Mali ont chacun promis de contribuer à hauteur de 15 millions d'euros pour mener à bien ce projet. Mais selon les syndicalistes, l'argent n'a toujours pas été versé. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Après l'Europe, le monde, Liverpool et ses Africains viseront demain à Doha au Qatar un premier titre planétaire lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais les Reds devront pour cela vaincre les Brésiliens de Flamengo et le signe indien. Suivez. Sur le papier, avec son armée de stars, Mohamed Salah, Sadio Mané et le deuxième du Ballon d'Or 2019, Virgil van Dijk, le champion d'Europe part favori de cette finale. Liverpool veut clore son année avec un 3e trophée après la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Tous les signaux sont au vert, sauf que les Reds restent sur une prestation mitigée face aux Mexicains de Monterrey en demi-finale, remporté 2-1 dans le temps additionnel. Nous respectons habituellement nos adversaires à travers l'attitude que nous montrons sur le terrain. C'est ce que nous allons encore essayer de faire. Cela signifie que nous ne sommes pas ici en tant que champions d'Europe qui veulent montrer que l'Europe joue mieux au football que le reste du monde. Nous sommes ici en tant que Liverpool FC et nous voulons gagner un match de football, c'est tout. Gagner cette fois car Liverpool entretient une relation difficile avec le mondial des clubs. 3 finales perdues dans cette compétition planétaire, autant de défaites face à des clubs sud-américains, dont une devant cette même formation de Flamengo en 1981. Mikel Arteta, Angleterre, entraîné dans son nouveau club, dans son ancien club, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a été nommé entraîneur des Gunners.
en remplacement de Freddy Ljungberg qui assurait l'intérim depuis le limogeage d'Unai Emery. Fin novembre, l'Espagnol de 37 ans sera chargé de relancer un club angulé à la 10e place de la Première Ligue après avoir été formé au Barça puis porter les maillots du PSG, des Rangers ou d'Everton. Eh bien, Arteta avait disputé près de 150 matchs avec Arsenal de 2011 à 2016, remportant notamment 2 coupes d'Angleterre. À sa retraite comme joueur, il était devenu l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Allez, on monte à cheval pour finir. En Ouganda, l'équitation est perçue comme un passe-temps pour les riches. Mais ces dernières années, les Ougandais moins aisés ont commencé à prendre goût au sport équestre dans l'espoir de participer à des compétitions internationales. Alima Atoumani s'est rendu dans une écurie à Wakiso. Dili Diko raconte. Adrico Jackson a commencé à travailler dans une écurie lorsqu'il ne pouvait plus payer les frais de scolarité pour finir le lycée. Jamais il n'aurait imaginé qu'il représenterait l'Ouganda en mai prochain à la compétition régionale équestre de Gilgil au Kenya. J'ai grandi dans une famille d'éleveurs de bovins. Enfant, je menais le bétail au ruisseau, je montais au dos du bœuf, un peu comme si je me préparais à mon avenir de jockey. Aujourd'hui, grâce aux compétitions, j'ai pu rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Miranda Bowser, propriétaire des écuries Flame Tree, a acheté ses 22 premiers chevaux en Afrique du Sud en 1997 pour enseigner l'équitation aux Ougandais. Depuis lors, elle explique que les Ougandais ont non seulement appris à monter à cheval, mais également à prendre part à des compétitions. Avec le soutien adéquat, Bowser pense que l'Ouganda pourrait bientôt participer à des tournois de la Fédération équestre internationale. Je suis optimiste que de plus en plus d'Ougandais vont faire de l'équitation et participer à des compétitions africaines. Il n'y a donc pas de raison pour laquelle nous ne pourrions pas, avec l'aide de sponsors, former une équipe d'Ougandais qui irait concourir au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en Zambie ou en Namibie. L'association équestre ougandaise a été créée en 2016 et elle est désormais affiliée au comité olympique ougandais. Son président, Kenneth Opedun, a déclaré que même si l'équitation se popularise, il reste encore des obstacles à surmonter car de nombreux Ougandais considèrent toujours ce sport comme une activité pour les riches. Nous prévoyons de construire une écurie où nous aurons une arène aux standards internationaux. Nous pourrons y convier beaucoup plus de gens intéressés à faire de l'équitation et ce, à moindre coût. En attendant, les jockeys ougandais se rendront en mai au Kenya pour une compétition équestre face à des pays africains reconnus dans la discipline. Merci, très bon week-end à vous. À très bientôt. Au revoir.